Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Il y a 50 ans, les Français et le monde apprenaient le décès du général de Gaulle, survenu le 9 novembre 1970 à 19h30 à la Boisserie, sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. À l'occasion de cet anniversaire, je vous révèle quelques secrets sur la personnalité et le caractère d'un homme d'État incontournable, mais qui défendait farouchement sa vie privée. Seconde partie, De Gaulle intime. Derrière le héros, le militaire et le chef d'État, il y a un homme, un fils, un mari et un père qui a toujours protégé sa vie intime et familiale. Avant son épouse Yvonne, une autre femme a eu une grande influence sur lui. Il s'agit de sa mère, Jeanne Maillot, morte 1 mois après l'appel du 18 juin. Après ce message historique, diffusé depuis Londres, le nom de son fils était censuré par de nombreux journaux en France. Mais à ses obsèques, près de Rennes, l'église était pleine. On savait qui elle était, une patriote. Elle avait 79 ans et était veuve depuis 7 ans. De ses propres parents, elle avait appris à l'âge de 10 ans l'humiliation d'une défaite et d'une capitulation, celle de 1870 dans le piège de Sedan. Devenue mère de 5 enfants, elle leur demande de prier chaque soir pour le retour de l'Alsace-Lorraine à la France. Chez cette femme de petite taille, d'apparence frêle mais d'un grand courage, le patriotisme et le catholicisme sont indissociables. En 1918, ses 4 fils sortent vivants de l'effroyable cataclysme de la Première Guerre mondiale. Quelques heures après l'appel du 18 juin 1940, le curé de son village breton lui dit qu'il a entendu le message d'un général français au micro de la radio anglaise. Il ignore qui est cet officier appelant à la résistance. Elle répond « Mais monsieur le curé, je le connais ce général, c'est mon fils. » Yvonne, que beaucoup de Français surnommeront Tante Yvonne lorsque son mari sera président de la République, est quant à elle l'archétype de la discrétion. Son mariage avec Charles de Gaulle est, dit-on, arrangé comme cela se fait encore parfois au XXe siècle. Gaston Bonheur, qui fut l'un des directeurs de Paris Match, a relaté la scène de la rencontre en 1920 entre l'officier de 1,93 m et la jeune Yvonne Vendroux, 1,58 m autour d'un thé. Elle était avec ses parents. De Gaulle, tout embarrassé de sa haute taille, tenait sur ses genoux son képi, ses gants, sa badine et sa tasse. Ce qui devait arriver arriva, il renversa son thé sur la robe de la demoiselle. Un mauvais début ? Au contraire. À ses parents, Yvonne déclare « Ce sera lui ou personne ». Ils se marient 5 mois plus tard, le 6 avril 1921. Si le couple, aux yeux du monde, paraît physiquement déséquilibré, il s'était plu d'emblée parce que, l'un comme l'autre, ils s'assumaient tels qu'ils étaient, écrit la journaliste Marianne Agrippinet dans un récent et magnifique hors-série de Paris Match sous la rédaction en chef de Patrick Mahé. Et le grand reporter Georges Menand, en novembre 1970, après le décès du général, de rappeler dans le même hebdomadaire que ce couple, avant de devenir quoi que ce soit, les De Gaulle seraient toujours, elle dans la rondeur, lui dans sa raideur, des gens authentiques. À son épouse, le général avait écrit « Ma chère petite femme chérie, et aussi mon amie, ma compagne si brave et si bonne à travers une vie qui est une tourmente. Bien appuyés sur l'autre physiquement et moralement, nous irons très loin sur la mer et dans la vie pour le meilleur et pour le pire. » Les De Gaulle s'assument, mais avec pudeur. On sait que leur drame privé fut leur 3e enfant, leur fille Anne, née en 1928. Elle n'était pas comme les autres. Pour Anne, trisomique, écrit Denis Tillinac dans son passionnant dictionnaire amoureux du général, le général mobilisera sans les épuiser les ressources de sa tendresse. Yvonne parle de la petite Anne, son père de la pauvre petite Anne, pour qui il invente des refrains qui la font sourire. Et il la prend sur ses genoux, par exemple sur la plage de Bénodet en Bretagne en 1933.
Anne a 5 ans. Elle écoute son père dans un pliant, costumé, qui a gardé son chapeau à bord relevé sur la plage. Il chante. Elle est face à lui, elle a presque l'air gaie. De cette scène touchante, on a conservé une photo qui résume le drame vécu avec une infinie bonté. À 20 ans, Anne, tant chérie, meurt dans les bras du général emporté par une double pneumonie. Avant de s'éloigner de la tombe où le cercueil de sa fille vient d'être descendu, Charles de Gaulle pose sa main sur le bras de son épouse, figée de douleur et de chagrin. Et il a ce mot, magnifique. Ne pleurez pas. Venez, Yvonne. Maintenant, elle est comme les autres. On a souvent taxé de Gaulle d'antiféminisme. On a aussi insinué qu'il aurait eu des aventures avant son mariage, comme le maréchal Pétain, qui était, au début des années 20, son mentor. Rien d'anormal à cela, mais aucune preuve n'a jamais été rapportée. Plus tard, lorsque certains évoquèrent des coups de canif dans le contrat conjugal, Yvonne répondit, en plaisantant, « Il n'en aurait pas le temps ». En France, les partis de gauche, pourtant favorables à l'émancipation féminine, s'opposent longtemps au droit de vote des femmes parce qu'ils craignent qu'elles n'apportent leur suffrage qu'aux défenseurs de positions conservatrices. Et de fait, ce fut souvent le cas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, même si, dès 1936, plusieurs femmes siègent dans le gouvernement du Front populaire. Il faut donc rappeler qu'en France, le 21 avril 1944, le général de Gaulle, chef de la France libre, décide que les femmes françaises sont désormais électrices et éligibles. Il reconnaît ainsi le rôle essentiel qu'elles ont joué dans la résistance. Les Françaises votent pour la première fois, 1 an plus tard, le 29 avril 1945 aux élections municipales. Au milieu des années 1970, les femmes conquièrent la plénitude de leurs droits politiques dans presque tous les pays du monde. Les Françaises doivent à De Gaulle un autre droit qu'il ne faut pas oublier, la pilule. C'est Yvonne, déchirée entre tradition et modernité, qui pousse son mari à dire oui à la contraception. Le projet est alors porté par celui qui est ministre de la Santé en 1967, Lucien Neuwirth. Pour un homme de la génération du général, il a 77 ans à ce moment-là, et de son milieu familial et social, les questions de sexualité sont source de malaise. C'est simple, on n'en parle pas. Néanmoins, par devoir d'État, le président accepte ce que sa morale privée réprouve. On peut penser que c'est le sort de la petite Anne qui a changé l'opinion de ce couple de fervents catholiques. Il est vraisemblable que Madame de Gaulle, a priori éloignée de la génération des jeunes filles du twist et des yéyés, se soit informée discrètement et ait été bouleversée en apprenant les drames des avortements clandestins. On dit que le général aurait été surpris que la pilule soit remboursée. Il aurait maugré « Alors, on va rembourser la bagatelle ?» 8 ans plus tard, Giscard et Chirac imposent la loi Veil contre l'opinion d'une partie de leur électorat. Si Charles de Gaulle n'était pas un homme à femme, il appréciait néanmoins autant les formes que les uniformes. Quand Brigitte Bardot, grande admiratrice du général, se rend à l'Élysée le 5 décembre 1967, les cheveux détachés et tenue de hussard avec pantalon large et veste à brandebourg, il tombe sous son charme. Ravi, il lui glisse un bon mot. « Quelle chance, madame! Vous êtes en militaire et je suis en civil. » De Jackie Kennedy à Grace de Monaco, toutes les femmes reçues à l'Élysée lors des visites officielles sont sous le charme du général, séducteur malgré lui. Il y a en lui une courtoisie à l'ancienne qui lui permet des traits d'humour qui ne tombent jamais dans la vulgarité. Un exemple que m'a raconté l'historienne Claude Dulon, épouse du résistant, héros de l'Indochine française et ministre des anciens combattants Jean Sainteny. Invitée à l'Élysée en début de semaine à la réception d'un chef d'État africain, elle y revient en fin de semaine pour le gala en l'honneur du roi et de la reine des Belges, Baudouin et Fabiola. Un peu gênée, elle avoue « Monsieur le Président, vous m'avez déjà vu dans cette robe. » De Gaulle la met à l'aise « Eh bien, madame, cela prouve qu'elle est à vous. » Le général était un homme du monde.
Le 8 juin 1960, en habit d'apparat, après un spectacle au théâtre de Chaillot, il partage une coupe de champagne en bonne compagnie. Il est entouré de Marlène Dietrich, Daniel Darieux, Maria Schell et Silva Cosina. En juin 1961, il se fait chevalier servant de Jackie Kennedy, qui, dit-il, connaît mieux l'histoire de France que les Français. Autre exemple, le 21 octobre 1963, au dîner de gala en l'honneur du Shah d'Iran, le général, très en verve, plaisante longuement avec sa voisine, l'impératrice Farah, qui lui dit combien elle est heureuse de parler français en souvenir de ses études à Paris. L'un des traits de caractère du général était sa probité. Il n'a jamais profité financièrement de sa gloire ou du pouvoir. Lorsqu'il quitte le gouvernement en janvier 1946, à l'âge de 56 ans pour entamer sa traversée du désert, il fait savoir discrètement qu'il renonce à sa retraite d'officier. Il réprouve le régime qui l'a déçu. Il ne veut rien lui devoir. La boisserie, exigeant des travaux après l'occupation et les dégradations causées par les Allemands, il loue un pavillon à Marly dont le loyer est acquitté par les domaines, c'est-à-dire par l'État, et il remboursera la somme au centime près. À Londres, l'Angleterre lui prête de l'argent, il rembourse tout et vit de sa solde. Le succès de Librairie des Mémoires n'a, lui non plus, rien changé à la trésorerie du ménage. Tous les droits d'auteur sont versés à la Fondation Anne de Gaulle, créée et installée dans les Yvelines après le décès de la jeune fille. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Si, à Matignon puis à l'Élysée, le général exige que le gouvernement ou l'État tienne son rang, c'est sans avarice ni extravagance. Et lorsqu'il reçoit à déjeuner sa famille ou sa belle-famille, c'est à ses frais, calculé d'une façon très précise. De Gaulle se méfie de l'argent, il en a vu les ravages en des mains malhonnêtes. Cette distance et cette élégance ne le quittèrent jamais. En 1969, ayant décidé de visiter l'Espagne, il s'aperçoit que dans les hôtels où il descend avec son épouse et son aide de camp, tout est déjà payé, sans doute sur ordre de Franco. Alors, à chaque séjour, il calcule le prix de la nuitée, des repas et donne la somme correspondante au personnel en guise de pourboire. Si cette plongée dans l'histoire de France vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Dictionnaire amoureux du général par Denis Tillinac aux éditions Plomb 2020. Les couples illustres de l'histoire de France par Patrice Guénifé et Lorraine Demeaux aux éditions Perrin 2017. De Gaulle et nous, hors série de Paris Match, rédaction en chef de Patrick Mahé, septembre-octobre 2020. De Gaulle, Churchill, la mésentente cordiale par François Kersaudy aux éditions Perrin 2001.